Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bon, si vous prenez les 500 plus grandes fortunes, on est aujourd'hui à 1200 milliards d'euros. La dette publique, c'est aussi quelque chose qu'on peut rembourser en mobilisant cet argent-là. Taxer le capital, pourquoi pas, on peut le taxer au niveau que vous le souhaitez. Le problème, c'est que comme vous le savez, le capital, il est mobile. Les amendements qui avaient été adoptés en commission des finances ont finalement été rejetés lors du vote final de la partie recettes. Quand vous êtes sur 1200 milliards d'euros, simplement pour les 500 plus grandes fortunes, vous mettez juste un taux de 2 ou 3% par an, vous avez 20-30 milliards. Alors, exit sur l'augmentation de la flat tax à 33%, exit sur l'augmentation de la taxation des cessions de titres de holding, sur la taxe sur les multinationales, sur les super profits. Et le nouveau Front populaire retoqué à l'Assemblée nationale dans une tentative de surtaxer les revenus du capital. La gauche, mais aussi certains députés centristes, voulaient augmenter la flat tax au-delà des 30% actuels. Une taxe instaurée, je le rappelle, après la suppression de l'impôt, c'était en 2018. Alors parlons vrai, est-ce que plutôt que taxer les revenus du capital, il ne faudrait pas diminuer les dépenses? Est-ce que vous craignez une fuite des capitaux en cas de hausse trop forte? Et à cette question, faut-il plus taxer les revenus du capital? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir au Les vraies voix, attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Danielle Simonet est avec nous, député NFP de Paris. Madame la députée, bonjour. Pardon, au moins je vous fais rire, c'est plutôt bon signe, ça démarre bien. Comme quoi dépité peut-être. Il y a un truc à dire. Philippe Bilger, pardon. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément un spécialiste de l'économie, oui, il est évident que on peut penser que taxer les revenus du capital aujourd'hui serait souhaitable par rapport à la taxation du travail. Comme je n'ai aucune raison de douter de la compétence économique de la gauche ou même de l'extrême gauche, je serais curieux de connaître la réponse qu'elles peuvent faire à l'argument que vous développez dans l'interrogation. Si on surtaxe les revenus du capital, est-ce qu'il n'y aura pas une fuite des investisseurs? Je serais curieux de connaître la réponse sur ce plan tout à l'heure de Madame la députée. Tom Conan. Voilà, oui, effectivement, ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction, mais le côté vicieux, sournois vraiment du capital, il faut quand même le rappeler, c'est effectivement sa mobilité. Alors qu'un travailleur, pour l'écrasante majorité d'entre eux, en tout cas, ils peuvent pas du jour au lendemain se dire bah tiens, je pars en Pologne, aux États-Unis, à Miami pour changer de boulot. C'est pas aussi simple que ça. On a des attaches familiales, etc. Donc en fait, c'est la réalité humaine, sociale, en fait, de l'activité économique qui justifie cette différence. Mais en effet, quand on regarde objectivement les revenus du travail et du capital, avec les prélèvements sociaux en particulier, c'est pas uniquement les impôts stricto sensu, le travail est beaucoup plus taxé, en comprenant effectivement l'ensemble des prélèvements. C'est anormal. Donc il faut rétablir une équité, mais effectivement avec ce risque, en effet, d'une mobilité, de personnes qui vont pouvoir aller mettre leur argent ailleurs. Loïc Guérin. Il y aurait beaucoup à en dire. Je vais essayer d'être synthétique sur les quelques points qui m'interpellent. Parler de la flat tax sur les dividendes, il faut déjà rappeler que les dividendes ne sont pas automatiquement versés. Si on taxe trop, les entreprises versent moins de dividendes. Qui perçoit les dividendes? Les actionnaires ne sont pas tous des milliardaires défiscalisés en Belgique ou en Suisse. Ce sont aussi, l'essentiel d'ailleurs, c'est la population, ce sont des institutions qui derrière permettent d'aider, de compléter une retraite, de compléter un avoir. Donc on touche aux économies de tous et de toutes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la loi de 2018 avait été plutôt efficace, d'après ce que j'ai cru comprendre. On avait réussi à percevoir plus en taxant moins. C'est aussi une des règles. Quand on veut trop taxer, on tue l'activité et on perçoit moins. C'est la vieille histoire de la poule aux œufs d'or. Si vous tuez la poule, vous n'avez plus d'œufs. Ça s'appelle la courbe de l'affaire, même. Hein. Exactement. Je voulais pas la citer, mais bravo. Danielle Simonet est avec nous. Alors que si on reprend les chiffres de Jean-Paul Mattei, élu Modem, il dit que en augmentant de 30 à 33%, ça n'est que 1,5 milliard d'euros. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Alors, excusez-moi, parce que c'est compliqué maintenant. Je vous entends en écho, parce que je suis obligée d'avoir le téléphone pour le direct. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, en ce moment, ce qui coûte cher, c'est la rétribution bien plus que le coût du travail. La France a été vraiment le pays champion de toute l'Union européenne en distribution des dividendes. Il faut se rendre compte que c'est la France qui distribue bien plus de dividendes, 68,7 millions de dollars l'an dernier, par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui en est qu'à 56,8 millions. Et pour autant, ceux qui investissent le plus, c'est pas tant les actionnaires, tel qu'on pourrait le croire, mais c'est plus, par exemple, les collectivités.
qui investissent et qui permettent aussi d'avoir une pensée sur le temps long de la réindustrialisation, du soutien aux transitions écologiques, énergétiques. Quand à un moment donné, les actionnaires ont besoin d'un rendement beaucoup plus sur le court terme. Donc, quand on voit que les plus riches se sont très fortement enrichis et que finalement toute la politique à la fois de défiscalisation des plus riches et des actionnaires qui a été menée a conduit finalement à un enrichissement de nos milliardaires, eh bien oui, il va falloir faire une politique inverse. Surtout que là, ce qui se passe, c'est que on est depuis 2017 sur des cadeaux faits aux riches et aux grandes entreprises de plus de 60 milliards d'euros. Résultat, on a une dette historique. Et du coup, que dit le gouvernement? Bon, allez, on va faire une petite taxe des hauts revenus et des grandes entreprises, mais qui est ponctuelle juste pour 2 ans. Et par contre, on va faire des grandes coupes d'austérité, avec y compris des hausses de taxes, notamment sur l'électricité, où là, c'est 6 milliards et où c'est vraiment les travailleuses et les travailleurs de ce pays qui vont payer, quoi. Donc, oui, mettre à contribution ceux qui ont le plus profité, ça nous semble être une éthique de base. Mais il me semble que de manière générale, il y a, vous savez, beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur ces questions. Il y a Gabriel Zucman, Esther Duflo, Thomas Piketty. Il y en a beaucoup d'économistes français qui ont travaillé sur ces questions depuis des années et qui ont été récompensés pour leurs travaux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'évolution, c'est pas uniquement des inégalités dans les revenus, c'est le cas aussi, mais c'est surtout des inégalités de patrimoine. Et donc, à un moment donné, ces débats-là qui sont tout à fait utiles, ceux qu'on a actuellement, ils doivent aussi être complétés par un débat sur le retour de l'ISF ou sur une taxe de ce type-là, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on pourra aller chercher effectivement l'argent qui a été accumulé dans des proportions très importantes et parfois excessives. Mais est-ce que pour les petits porteurs, aujourd'hui les entreprises, tout ça n'est ce que disait tout à l'heure Loïc Guérin, tout ça n'est pas malheureux à un moment donné entre les grandes entreprises qui ont des gros dividendes et les petites entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un modèle à trouver ? C'est-à-dire un différentiel de flat tax entre les entreprises de plus de 500 millions de chiffre d'affaires ou d'1 milliard, je ne sais pas, faire un effet de seuil. Voilà. Déjà, ce que nous, on propose sur l'impôt sur les sociétés, c'est qu'il y ait une progressivité qui soit instaurée. Parce que dans les faits, on sait pertinemment, et ça a été d'ailleurs démontré dans un rapport qui avait été commandé par le président de la Commission des Finances, que les petites entreprises participent beaucoup plus à l'effort sur l'impôt sur les sociétés que les grandes entreprises qui sont beaucoup plus au point pour trouver tous les mécanismes d'évitement à l'impôt. Donc déjà, nous, on propose dans l'impôt sur les sociétés une progressivité dans le même esprit que celle qui existe à l'impôt sur le revenu, sachant que même sur l'impôt sur le revenu, on souhaite améliorer cette progressivité. C'est pas normal qu'il y ait 5 tranches, alors qu'on voit que la disparité des revenus, si on fait 14 tranches, ça permettrait de mettre à contribution bien plus différemment les hauts revenus et pas faire payer très cher à ceux qui sont vraiment près d'un seuil, quoi. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On commence par notre auditeur du jour, Simon de Perpignan. Bonsoir Simon, est-ce que pour vous il faut plus taxer le capital? Ou moins, pourquoi pas, ou rester pareil? Disons que taxer le capital, comme ça a été dit, ça dépend si ça touche les petits porteurs ou les grands capitaux. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, et moi je sais qu'une chose, c'est qu'on arrête de parler de taxes et qu'on trouve plutôt des dépenses inutiles comme les comités Théodule, les taxes, tout ce qui est les prestations sociales, et prendre enfin une fois pour toutes les exemples des pays qui eux ont géré ça d'une manière beaucoup plus, sûre et qui évite les dépenses inutiles. Voilà, donc il faut arrêter de parler de ponction, mais plutôt d'économie. Et ça serait bien, parce que comme ça, on éviterait de braquer tout le monde, parce que là, on est en train d'angoisser tout le monde, et surtout les petits porteurs, parce qu'ils se disent, de toute façon, moi, j'ai trimé toute ma vie pour avoir un petit capital que j'aurais ou pour moi ou pour ma descendance, et voilà. Donc, je vois pas du tout... pourquoi on s'escrime à aller uniquement dans ce sens. Allez Simon, on va faire réagir Madame la députée forcément. Est-ce que Simon n'a pas raison de dire et si on trouvait
peut-être des économies à faire un petit peu partout. Il a raison, hein, les comités Théodule, ça fait des mois et voire des années qu'on en parle et il ne s'est rien passé. En fait. Les agences, ça coûte 80 milliards, je crois, et certaines font doublon, triplon, quadruplon. Oui, écoutez, déjà, ce qui est évident, c'est qu'il faut quand même reconnaître que c'est pas normal qu'on ne taxe pas les revenus du capital autant que ceux du travail. Je veux dire, on veut quoi? On veut quand même plutôt d'abord valoriser les gens qui vivent de leur salaire parce qu'ils travaillent et pas d'une rente parce qu'ils ont, par exemple, bien souvent plus hérité que d'autres. Voilà, donc il y a quand même cette réflexion-là nécessaire à avoir. Après, oui, il y a des dépenses inutiles. Nous, par exemple, on estime que le SNU, le Service National Universel, eh bien, vaut mieux le supprimer parce que ça coûte une blinde pour des résultats dont on ne voit pas trop l'issue. Il y a aussi l'uniforme. En même temps, on n'a pas vraiment laissé la chance au produit. Un pognon de dingue. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut tout à fait supprimer et nous sommes bien sûr favorables à supprimer les dépenses inutiles. Je vous donne aussi un autre exemple. Le crédit impôt recherche. Est-ce que c'est normal qu'avec le crédit impôt recherche, on donne tant d'argent à des grandes entreprises sans aucun contrôle, sans exigence de contrepartie? Il faut absolument qu'il y ait une conditionnalité sociale, écologique, qu'il y ait des instances de contrôle, parce que vous savez, n'importe quelle association, quand elle récupère une subvention, elle a des comptes à rendre. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises n'en ont pas? Vous imaginez une entreprise comme ça, on leur a donné énormément d'argent en crédit impôt recherche, ils ont licencié leurs chercheurs, ils délocalisent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec de l'argent de l'État, ça c'est inacceptable. Philippe Vigère. Madame la députée, deux questions rapides. Est-ce que la politique économique de la gauche et de l'extrême gauche ne se résume pas en général, pardon pour le côté sommaire de mon interrogation, faire payer les riches? Est-ce que ça n'est pas en définitive un petit peu sommaire? Deuxième élément, ce qui me gêne, et c'est une question morale, j'ai parfois l'impression que dans la volonté de faire payer les riches, on les condamne en quelque sorte comme s'ils avaient forcément acquis leur fortune de manière déshonorante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui pourrait déchirer un peu la société française? Alors, déjà, il faut bien prendre conscience aujourd'hui que depuis 2017, nos milliardaires se sont fortement enrichis. Donc, il y a quand même le résultat d'une politique de la part d'Emmanuel Macron qui a permis de protéger les plus riches. Qu'on est par ailleurs dans une situation d'aggravation des inégalités sociales, quand vous savez qu'il y a par exemple 2000 enfants qui dorment à la rue parce qu'on a une crise de l'hébergement d'urgence et qu'il y a encore 55 millions d'euros qui sont sucrés dans le prochain budget. Donc on est en train de débattre sur la question de l'hébergement d'urgence, que vous avez des files d'attente qui sont plus conséquentes que jamais historiquement en France d'aide alimentaire de la part des étudiants. Enfin, on a une précarité qui augmente dans ce pays. Et si vous avez à la fois des riches qui se sont enrichis d'un côté et des urgences sociales terribles de l'autre, vous préférez quoi? Protéger les intérêts des riches ou mettre à contribution pour organiser une certaine redistribution des richesses pour permettre de répondre aux besoins essentiels que chacun ait en soi, qu'il ait à manger suffisamment, qu'on ne meure pas du froid cet hiver ni du chaud cet été. Enfin, voilà, des choses quand même élémentaires. Bon, c'est pas sur le même positionnement, mais bon. Un minimum des conditions de besoins satisfaits pour pouvoir essayer de construire leur bonheur. C'est de base. Ouais. Donc, oui, il faut contribuer à la redistribution des richesses. Si une politique a servi les plus riches, eh bien, il faut en changer pour permettre de redistribuer les richesses accumulées. On traverse le golfe du Lion, direction Marseille, après Perpignan. Bonsoir Franck. Bonsoir monsieur. Eh bien écoutez, bonsoir, on vous écoute dans les vraies voix de Sud Radio. Pour vous, est-ce qu'il faut plus taxer le capital? Alors, je suis chef d'entreprise, je suis tout à fait consterné par le discours qui est tenu par madame le député. Ce qu'il faut considérer quand même en France, c'est que l'État ne gère pas les deniers correctement des Français. Et malheureusement, au bout du bout, lorsqu'on constate des déficits ou des dérives de déficit, on impose et on va chercher des taxes et des impôts. Je partage ce qu'a indiqué mon prédécesseur de Perpignan. Je crois qu'il faut surtout faire en sorte qu'un gouvernement renverse la table pour arriver à faire des économies
au budget de l'État et en considérant notamment qu'il faut que les Français travaillent plus, dans la mesure où 50% du déficit budgétaire est explicable par l'importance, je dirais, des pensions qui sont versées chaque année à des retraités. Et donc, il est important de travailler plus. Et je trouve que le réflexe qui consiste à considérer que ce sont les riches qui doivent payer, c'est inadmissible. Ayons beaucoup de riches en France, ayons beaucoup de M. Arnaud, beaucoup de M. Saadé, beaucoup de M. Xavier Niel qui sont des milliardaires qui ont fait rayonner la France et qui gagnent beaucoup d'argent, tant mieux. Et je trouve que c'est à l'État de baisser son train de vie de façon à pouvoir équilibrer correctement, je dirais, la demande qui est faite aux uns et aux autres. Moi, je trouve que les droits de succession en France, en tant que chef d'entreprise, sont inadmissibles. Et je trouve que malheureusement, le discours de la gauche est assez consternant en la matière. Allez, une réponse de Madame Simonet, Madame la députée. Faut pas tout mélanger. Hein. Je veux dire, les pensions des retraités, c'est pas du tout les mêmes comptes que les comptes de l'État. Voilà. On est dans le cadre de la protection sociale et du social. Sauf pour les fonctionnaires. Et là, le gouvernement veut retarder la revalorisation des pensions de retraite, alors que ça devrait être une priorité pour beaucoup. Ce qu'il en est, par contre, des droits de succession, eh bien écoutez, nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut absolument taxer plus les successions dorées, c'est-à-dire des très hauts patrimoines. Plus de 18 milliards d'euros pourraient être économisés aujourd'hui, sachant que la plupart des gens, en fait, héritent et ont une succession inférieure à 100 000 euros et qui peut tout à fait ne pas être taxée. Voilà, donc je pense qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les très grandes entreprises du CAC 40 qui ont beaucoup profité de la politique de ce gouvernement, quand les petites entreprises, les petites sociétés ont payé plein taux, et ça, c'est pas normal. Et aujourd'hui, au lieu d'aller chercher cet argent justement accumulé par les grandes entreprises, par les plus riches, ce gouvernement cherche à faire payer l'ensemble du peuple, que ce soit par les 6 milliards qu'il va prendre sur la taxe de l'électricité que tout le monde va payer, que ce soit sur le report de la révalorisation des pensions dans le débat sur la sécurité sociale, que ce soit sur l'aggravation de la casse des services publics qu'il prévoit dans ce budget de loi de finances. Et ça, c'est pas acceptable. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait deux méthodes différentes. À vous de choisir la vôtre. Merci beaucoup, Daniel Simonet, d'avoir été avec nous, député NFP de Paris. Merci à nos auditeurs Franck de Marseille et Simon, que nous gardons avec nous pour le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Et on verra qui sera le grand gagnant. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.